diplôme informatique de Gratentour. Et par mon métier, je suis intéressé à l'informatique aussi, car je suis administrateur Linux et Unix, donc je travaille dans l'informatique. Vous avez là nos coordonnées pour nous joindre, donc le site internet info.gratentour.free.fr. Vous avez également notre email pour nous contacter. Après, vous pourrez obtenir plus d'informations par la mail. Alors, j'ai choisi de faire une conférence sur Linux par rapport aux aspects qu'on connaît moins de Linux. Je sais que ça a été légèrement abordé sur la première conférence, à savoir comment on utilise Linux autrement que dans l'informatique. Il y a eu même une conférence sur des projets libres non informatiques, mais là c'est vraiment Linux dans le milieu non informatique, enfin, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quand il n'est pas installé sur un ordinateur, puisque de plus en plus d'appareils intègrent un système d'informatique pour fonctionner. Ça reste des mini-ordinateurs, on va dire. Et le choix de ce système se révèle déterminant dans l'utilisation de ces équipements parce qu'il est très fiable, très modulable, et pour plein d'autres raisons. Notamment parce que, en termes légaux, aujourd'hui, le seul système d'exploitation que l'on peut modifier comme on veut, que l'on peut retoucher au niveau de la source, du mécanisme, c'est quand même GNU Linux. En fait, le principe, c'est que dès lors qu'on fait une modification de Windows ou de n'importe quel logiciel propriétaire payant, vendu avec des droits d'auteur en particulier, eh bien, on viole une clause ce qu'on appelle du droit d'auteur, c'est-à-dire on n'a pas le droit de modifier au même titre que quand on prend une musique et qu'on reproduit une pattern musicale sur de titres existants pour l'améliorer, c'est interdit par la loi si on est dans un système non libre. Donc ça simplifie énormément ces aspects légaux parce qu'on peut vraiment modifier la source, l'origine du logiciel sans être confronté à des notions de justice. Alors, GNU Linux est libre, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées. On n'a pas de contraintes à ce niveau-là. Ça signifie qu'en plus d'être gratuit, Linux, il est modulable, améliorable, adaptable à sa manière. Mais en gros, pourquoi Linux? Parce qu'il est rapide, léger, adaptable, gratuit, redistribuable, répandu, fiable, etc. Et en plus, la communauté propose un support gratuit, en plus des supports payants qui existent, qui est souvent au moins aussi efficace que le support payant. C'est-à-dire qu'une simple recherche sur Internet renvoie beaucoup plus de résultats que si on fait le même genre de recherche sur Windows, même s'il y a beaucoup plus de gens, paradoxalement, qui ont des PC Windows à la maison. Et Linux étant plus répandu finalement en termes de système d'exploitation dans l'ensemble des outils qu'on utilise tous les jours, en fait, il y a quand même beaucoup plus de gens qui travaillent sur Linux, finalement. Donc le support, c'est un des gagne-pains du libre, des entreprises qui travaillent avec Linux et qui gagnent de l'argent avec Linux. Il y a des entreprises qui proposent du support en s'appuyant sur la communauté Linux pour trouver des solutions à leurs propres clients, c'est-à-dire des sociétés comme l'Inagora, qui ont par exemple implémenté Linux à l'Assemblée nationale, les aéroports de Paris, des administrations diverses, etc. En fait, ils trouvent des solutions à leurs clients en s'aidant de la communauté, c'est des gens qui sont comme nous le faisons, qui les assistons à régler leurs problèmes. Et en échange, ils fixent des solutions de manière durable et méthodique, et ils nous renvoient ces solutions-là pour que nous, on puisse s'en servir. C'est un vrai échange entre les entreprises commerciales qui font du business avec Linux
et la communauté qui contribue également à ce business, mais bon, pour leur propre développement. Donc il s'agit que tout le monde y trouve son compte, et si tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de raison que tout le monde n'y trouve pas son compte. Alors l'OS le plus répandu, on se pose souvent la question, on a eu une petite démo en début avec des chiffres, etc. Mais en fait les chiffres ça s'appuie sur des navigateurs web qui remontent les informations. C'est-à-dire que les serveurs web, en général, ont une fonctionnalité qui permet de savoir quel est l'OS que vous utilisez quand vous allez sur le site internet. Mais ça fausse un peu la donne parce que lorsque vous passez par une Freebox pour aller sur le site internet, vous êtes passé aussi par Linux, puisque la Freebox est un Linux. Donc, ça fausse un peu la donne. Pourtant, c'est votre navigateur qui va être pris en compte, qui va dire, mais le navigateur est installé sur Windows, donc c'est du Windows. De la même manière, quand vous utilisez un GPS TomTom, pour ne pas citer KE, mais d'autres, eux, sont sous Linux, ben, vous n'allez pas sur le net nécessairement. Avec TomTom, vous naviguez, vous faites du GPS. C'est pas compté dans les statistiques. J'en passe après tous les matériels embarqués dans les voitures, de tout ce qui est lecteur DivX, MP4, etc. Donc Bill Gates peut se gratter la tête, mais aujourd'hui, même s'il ne représente plus tellement Microsoft, aujourd'hui, Linux est quand même beaucoup plus répandu que Windows si on prend en compte vraiment les systèmes embarqués. Alors, qui utilise les logiciels libres? Vous, à travers la plupart des box des fournisseurs d'accès Internet, les GPS TomTom, on vient d'en parler. Les lecteurs MP4 les plus évolués de chez Arcos, qui est la marque qui est leader dans les lecteurs MP3 MP4, sont sous Linux. D'ailleurs, les derniers Arcos tournent sur une plateforme qui s'appelle Android, qui est utilisée en téléphonie. Certains lecteurs DVD évolués, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de lecteurs DVD et de graveurs DVD qui ont en fait un système informatique à l'intérieur avec tout ce qu'on trouve dans un ordinateur, disque dur, de la mémoire, un processeur, etc. Et donc, la plupart de ces, pour ne pas dire tous, ceux qui ont un système informatique, en fait, c'est des lecteurs DVD qui tournent sous Linux. Certains téléphones, alors j'ai cité Android, mais il ne faut pas oublier que Nokia, ça fait quelques générations de téléphones qui font, alors je parle de la série N900, N800, N770. Ces téléphones-là, ce sont des téléphones avec un système vrai Linux embarqué, qui fonctionne vraiment comme nos Linux à nous, avec multi-bureau, avec les possibilités qu'on a sur notre ordinateur. Alors évidemment, les processeurs sont bien moins puissants, donc on n'a pas la possibilité d'installer le même logiciel, parce qu'on va manquer un peu de puissance, mais il y a des logiciels allégés qui permettent de faire la même chose, et ça marche plutôt bien. C'est plutôt bien fini, c'est plutôt joli. Alors, Nokia est en train de changer de plateforme. Ils étaient sur une plateforme qu'on appelait Maemo, et ils sont en train de passer sur une plateforme Migo, parce qu'ils se sont lancés dans un partenariat pour contrer Android, qui est une autre plateforme Linux, mais qui a quand même franc succès, qui rencontre un franc succès face à ses concurrents, qui sont l'iPhone et le smartphone Windows Phone. Windows Phone qui a vraiment son premier échec. J'ai entendu parler tout à l'heure de quelqu'un qui disait que Windows Phone, la première mise à jour qui a eu lieu, elle a planté sur tous les téléphones Windows Phone. Et iPhone qui marche bien quand même, relativement bien, il faut dire, mais qui a cette politique commerciale un peu limite, qui incite à payer tout ce qu'on fait et à payer, y compris quand on fait des mises à jour, des choses comme ça. C'est pas très joli. Certains personnels digital assistants, on appelle ça des PDA, sont sous Linux. Alors, on parlait de Nokia, mais notamment, c'est entre le smartphone, c'est plutôt un smartphone d'ailleurs, des Nokia. Mais on voit apparaître des tablettes
tablette. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un PC ou pas? C'est entre les deux, c'est-à-dire c'est entre le téléphone et le PC. Ça reste, moi j'appelle ça plutôt un assistant personnel. Et évidemment, certains équipements embarqués dans les voitures et les avions, notamment les petits systèmes gadgets pour lire les DivX, pour lire les films, etc. Souvent, 99% du temps, c'est du Linux embarqué. Il faut savoir aussi que, outre votre petit terminal que vous utilisez sous Linux, vous avez également, ça on en a parlé sur la première conférence aussi, les serveurs web, c'est-à-dire quand vous allez chez Google, vous êtes sur du Linux sans le savoir, c'est-à-dire que la machine qui affiche le logo Google, c'est un serveur Linux, tout comme la plupart des serveurs qui existent, donc, qui sont hébergés généralement sur Apache, Apache qui est le logiciel de service web, qui est open source et libre, et qui existe sur la plupart des systèmes d'exploitation, puisque ça existe sous Sun OS, que vous connaissez peut-être assez peu finalement, puisque c'est destiné à un public plus professionnel. Ça existe sous Windows, ça existe également sous Linux. Et une grande majorité utilise Apache sous Linux parce que ça marche mieux, il faut admettre, sous Linux. Alors, j'ai mis quelques adresses pour quelques liens qui vont vous permettre d'en savoir plus. Donc, si vous faites des petites recherches sur Wikipédia en tapant Linux embarqué, il y a un petit article sympa qui explique globalement ce qui se fait. Il y a le standard X10. Alors, le standard X10, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière assez foudroyante, même si il y a assez peu de gens qui s'intéressent. Mais globalement, X10, c'est ce qui va permettre de faire de la domotique, ce qu'on appelle la domotique. Donc en fait, c'est un standard domotique qui va permettre de fixer certaines règles aux appareils électroménagers ou autres appareils. C'est-à-dire on va pouvoir régler l'intensité de ses lumières, on va pouvoir régler l'ouverture de ses volets, on va pouvoir régler certains équipements électroménagers, tels des fours, des téléphones, des lave-vaisselle, tout ce qui peut se régler, on va dire, à certaines heures. Donc ça a un intérêt, c'est par exemple de ne pas se préoccuper de savoir si on est en tarif de jour ou en tarif de nuit, l'ordinateur va gérer automatiquement ce système-là. Oui. Ça va fonctionner en Wi-Fi ou par réseau? Je pense qu'on peut faire les deux. Je vois là qu'il y a une interface. Il peut y avoir différents modes. Tout ce qui est valable en réseau est valable aussi en Wi-Fi. Il s'agit que l'équipementier qui va mettre en place ça sur le système électroménager le prévoit. Je pense qu'il le prévoira en grosse partie parce qu'aujourd'hui on trouve quand même pas mal d'équipements comme des imprimantes, des choses comme ça, qui sont déjà prévus à Wi-Fi. Ça permet d'augmenter ses possibilités, effectivement. Donc, je reviens à mon lien. Donc, l'UX10, c'est un standard qui est vraiment qui existe depuis quelques années maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, le problème, c'est qu'en face, on a une technologie qui avait été déployée par Microsoft, qui n'a pas du tout de succès, par contre, mais qui avait été effectivement lancée avec un grand tambour à l'époque qui s'appelle le .NET. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une plateforme qui nous embête, qui embête beaucoup les informaticiens parce que le .NET, ça vous oblige à installer un truc supplémentaire sur votre Windows. Alors que sous Linux, c'est plus ou moins prévu dès le départ. Alors Domogic, c'est quelque chose qui s'appuie sur l'UX10, sur ce dont on vient de parler, et qui permet de faire de la domotique en 2009. Donc c'est plutôt jeune, quand même, c'est un projet qui commence à avoir une certaine expérience, et donc avec des schémas réseau, comme vous pouvez voir, donc on va avoir différentes manières de faire.